et bienvenue dans un nouveau vlog. Je démarre ce vlog, on est le 27 juin, mardi 27 juin. Je vous reprends puisque j'ai quand même eu de bons retours sous mon dernier vlog, mon vlog précédent. Je vous avais demandé si c'était un format qui vous plaisait et vous avez été quelques-uns à me répondre que c'était effectivement le genre de vidéo que vous aimiez bien, donc je suis ravie et voilà, je continue. Je vous reprends aujourd'hui pour vous parler d'une de mes dernières lectures que j'ai fait entre temps. Il s'agit de In Vino Veritas de Magali Collet et Isabelle Villain, donc c'est publié aux éditions Tornada. Alors c'est un petit thriller qui fait moins de 300 pages, qui se lit plutôt bien, où on est dans un petit village non loin de Bordeaux, dans la banlieue bordelaise, et on va suivre une galeriste qui est spécialisée dans l'art aborigène australien, donc elle s'appelle Aurélie, et elle va organiser un vernissage d'une de ses expositions, et ça va être un peu la soirée mondaine des environs, où elle va inviter tout un tas de notables, voilà, c'est un petit peu l'événement mondain. Et évidemment, voilà, il y a plein d'invités, il va se passer des choses, des gens qui vont faire des esclandres. Elle est plutôt assez horrible, elle est stressée, c'est un gros événement pour elle, beaucoup d'organisation, etc. Donc elle va être pas toujours très sympa, ni avec son mari, ni avec son assistante, ni avec son associé. Enfin voilà, il va se passer plein de choses au cours de cette soirée, donc on est dans une espèce pas vraiment de huis clos, puisqu'après, on le sait très vite, il va y avoir un meurtre, et donc toute l'enquête c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui est le coupable, puisque en fait on l'apprend très vite. Alors c'est pas marqué dans la quatrième, donc je sais pas si je le dis ou si je le spoil ou pas, mais bon, je pense que c'est quand même important de le savoir, donc bon, voilà, Aurélie va se faire assassiner lors de ce vernissage. Le coupable est probablement parmi les convives, donc la gendarmerie va évidemment enquêter. Il faut savoir que son mari, son mari est lui-même gendarme et manque de bol, dans ce genre d'affaires, en général c'est toujours le conjoint qui est le suspect numéro 1, donc il va être suspecté. Une de ses collègues avec qui il s'entend bien, va essayer de le disculper, de même que son frère aîné Augustin qui va revenir. Alors il y a eu des conflits familiaux par le passé, il était parti, il avait coupé les ponts avec sa famille, mais il va essayer de revenir pour faire la lumière sur cette affaire. On est sur un petit thriller qui va tourner autour de ce suspense là, avec des histoires de famille, dans le passé, etc. etc. C'était une lecture qui m'a laissé un sentiment au final plutôt neutre. C'était pas mauvais, mais c'était pas non plus l'effet waouh, c'était pas un coup de cœur. Ça se lit bien, voilà, la plume des autrices est plutôt efficace, simple mais très claire. La construction du récit était plutôt cohérente. Là où ça pêchait un petit peu pour moi, c'est que je trouvais que tout allait beaucoup trop vite. Ça manquait de profondeur, notamment au niveau de la psychologie des personnages, au niveau des lieux, au niveau du background. Ça manquait un petit peu de profondeur, de relief, c'était un peu trop en surface. Et puis aussi l'évolution dans la relation des personnages, notamment le frère aîné Augustin du coup, qui s'était fortement disputé avec le père des deux garçons. Et c'est pour ça qu'il avait coupé les ponts avec sa famille. Et je trouvais que la relation entre le père et Augustin est allée un petit peu trop vite. Voilà, il y a des trucs qui popent un petit peu comme des cheveux sur la soupe. Donc voilà, j'ai trouvé que ça allait trop vite par certains aspects. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que c'était sympa, mais voilà, sans plus. C'est un petit thriller qui fait bien le taf, mais il n'y avait pas cet effet waouh, coup de cœur. Voilà. Sinon, dimanche dernier, donc il y a 2 jours, je suis allée à un vide-grenier, puisque enfin la saison des vides-greniers a repris, pour mon plus grand bonheur, et pas celui de ma pile à lire, puisque j'ai trouvé un livre que j'avais très envie de lire, qui était dans ma wishlist, parce que tout le monde en dit que du bien de ce bouquin, et en plus la couverture est magnifique, ce qui ne gâche rien, et du coup j'étais ravie de le trouver à 1,50 €, alors qu'il fait... C'est un gros bébé qui fait presque 700 pages.
C'est Betty, voilà, trêve de suspense. Hein. C'est Betty de Tiffany McDaniel, c'est aux éditions Gallmeister dans leur collection Poche, donc Totem. Et voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé vraiment pas cher et en super bon état. Alors pour l'histoire, alors je sais qu'il y a un côté un petit peu autobiographique. La petite indienne c'est Betty, Betty qui est la sixième de 8 enfants parce que sa mère est blanche et son père est cherokee. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père au cœur des pays paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. Bon, ça a l'air assez poétique, il paraît que c'est poignant, qu'il y a des scènes qui sont parfois un peu difficiles. Mais voilà, je suis ravie de l'avoir dans ma pile à lire parce que vraiment ce livre, j'en ai entendu que du bien partout. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous, il vous a plu ou pas. Bon voilà, c'est tout pour moi pour le moment, puis je vous reprends plus tard. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Hello, on est mardi 4 juillet, je vous reprends pour vous parler de lecture puisque j'ai terminé beaucoup de livres en ce moment là, j'ai une boulimie de lecture, je sais pas ce qui m'arrive mais je profite pour dégommer des livres de ma palle et je suis ravie parce que j'ai terminé 4 bouquins dernièrement là dans les 2 dernières semaines. Du coup je vous reprends pour vous en parler. Donc le premier que j'ai terminé c'est Balance ta bulle. C'est une anthologie d'un collectif de 62 illustratrices de BD sous la direction de Diane Noumine et c'est aux éditions Massot. Donc c'est ma copine Laura qui m'avait prêté cette BD qui est, comme son nom l'indique en fait, c'est des témoignages de 62 illustratrices qui témoignent sur le harcèlement et les violences sexuelles. Donc c'est vraiment le MeToo de la BD. Et donc chaque histoire qui fait en général entre 2, 4, 6 planches, donc c'est quand même des histoires assez courtes, et on raconte une anecdote que les autrices illustratrices ont vécue dans leur vie et qui a un rapport avec les violences sexistes, sexuelles. Évidemment il y a des histoires qui sont parfois un petit peu compliquées à lire, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Chaque histoire a son propre style graphique, hein, puisque chaque illustratrice a son propre trait, sa propre patte, son propre style de dessin. Donc j'avoue que pour la plupart moi j'ai pas hyper été séduite par l'esthétisme de certains traits, voilà. Après c'est des goûts personnels, mais ce qui est plus important c'est pas tant la forme que le fond évidemment. Parfois des histoires qui sont effroyables et qui sont pourtant vraies, hein. C'est vraiment des choses qui arrivent. Ce qu'il y a de bien aussi dans cette BD c'est que les illustratrices viennent de pays différents et ont parfois aussi des anecdotes qui datent de toutes les époques. Donc voilà, c'est vraiment... ça englobe pas mal de choses en tout cas. J'ai bien aimé, après c'est vrai que c'est plus une lecture qui se picore de temps en temps parce que déjà c'est une BD qui fait pratiquement 300 pages, peut-être même, ouais, pratiquement 300 pages et qui en plus aborde des thématiques qui sont extrêmement lourdes et difficiles à lire et je trouve que de le montrer en plus en images c'est d'autant plus percutant, c'est d'autant plus impactant. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui se dévore rapidement de manière légère, etc. Non, c'est quand même une thématique lourde. Donc voilà, c'est quelque chose qui se picore petit à petit. La seule que je connaissais de nom, et puis son style graphique est tellement reconnaissable,
C'est Émile Ferris, voilà. Je pense que vous allez la reconnaître, c'est celle qui a écrit la BD Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Ouais, c'est ça. Où elle dessine que avec des stylos bic. Voilà, elle a vraiment un style graphique qui est vraiment très très reconnaissable. Voilà, mais sinon, voilà, j'ai découvert plein d'autrices de BD que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'était quand même une lecture, je pense, essentielle. Et c'est important de continuer à libérer la parole des femmes sur ces sujets-là. Après MeToo, qui a fait un gros boom en 2017, ben voilà, il y a eu cette BD et je pense que c'est important de continuer à garder la parole des femmes libérées sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est l'utilité publique. Je poursuis ensuite avec un petit essai féministe, hein, pour rester un petit peu dans la thématique, mais cette fois-ci on va parler des patronnes au XVIIIe siècle, donc c'est de Camille Desjardins et c'est publié aux éditions Nouveau Monde qui me l'avait gentiment envoyé. C'était un envoi sauvage, mais bon, vu que la thématique du féminisme m'intéresse, je l'ai lu avec plaisir. Donc ici on est vraiment sur un essai type mémoire ou thèse universitaire qui va parler en fait des femmes entrepreneuses au XVIIIe siècle sous différents prismes, que ce soit dans l'industrie lourde, la métallurgie, ou que ce soit dans par exemple le commerce de champagne, comme la Veuve Clicquot, ou alors dans tout ce qui est un petit peu plus magasin de mode, attrait à la couture, etc., comme notamment Rose Bertin, qui était la modiste de Marie-Antoinette. Voilà, elle va retracer des portraits de femmes et comment elles ont réussi à se mettre un petit peu entre les interstices officiels et juridiques, le carcan qui les empêchait de faire. Elle va aussi parler en fait de différents statuts de femmes, que ce soit les femmes mariées qui, elles, pour le coup, avaient assez peu de droits, il fallait l'autorisation du mari. En général, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des... quel est le mot ? Des procurations, voilà, qui étaient faites notamment chez les notaires. Donc Camille Desjardins a pas mal épluché toutes les archives un petit peu notariales comme ça. Elle s'est aperçue que c'était quand même quelque chose d'assez courant, que les maris donnent procuration à leurs femmes parce qu'ils étaient absents en voyage ou que sais-je. Elles étaient tout à fait capables et elles avaient la confiance de leur époux. Elle parle aussi des femmes, ce qu'on appelle les filles majeures, c'est-à-dire des femmes qui sont restées célibataires et qui du coup ne sont pas mariées et qui avaient aussi certains droits. C'était encore une catégorie à part. Et puis il y a les veuves qui, elles, ont un peu plus les coups des franches, hein, qui avaient un peu plus de droits et qui pouvaient faire à peu près ce qu'elles voulaient. Elles étaient plus libres d'entreprendre et de faire ce qu'elles voulaient, même si elles restent des femmes et que forcément c'était pas facile tous les jours parce que officiellement et juridiquement elles avaient quand même un peu moins de droits que les hommes. Mais on voit à travers tous ces récits comment les femmes, même si elles sont quelque part entravées par le côté officiel, arrivent de manière officieuse à quand même tirer leur épingle du jeu. Et voilà, il y avait des histoires quand même assez édifiantes, notamment celle qui m'a beaucoup touchée. C'est Marguerite Blackley qui a eu une vie absolument... La pauvre, c'est ce que son mari lui a fait était terrible. Je vous spoile pas, mais voilà, n'hésitez pas à aller lire ce livre si vous voulez savoir. Mais voilà, après, j'ai bien aimé cet essai, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. J'ai appris pas mal de choses. Mais là où je peux mettre un petit bémol, c'est dans l'écriture. Enfin, j'avais vraiment l'impression de lire un mémoire de master ou une thèse de doctorat, enfin vraiment ce côté très académique, très recherche universitaire, avec un style peut-être un petit peu empoulé parfois. Moi ça m'a pas dérangé, ça m'a rappelé mes années de recherche à la fac, mais c'est vrai que pour le grand public, peut-être ça peut mettre de la distance, voilà, c'était tout. Mais on sent vraiment que Camille Desjardins est passionnée par ce sujet, qu'elle a vraiment fait des recherches dans laquelle elle s'est vraiment plongée et voilà, c'était intéressant. En plus ça se lit assez facilement, il fait moins de 200 pages, hein, donc ça se lit assez rapidement, voilà, donc c'était plutôt intéressant. Je poursuis ensuite avec de la fantasy et je suis ravie d'avoir poursuivi cette saga. C'est le tome 8 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc ce tome 8 s'appelle Ombre et Flamme et c'est aux éditions J'ai lu.
Vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, cette saga, je l'aime de tout mon cœur, je la préfère même à l'Assassin Royal. Donc on est donc sur un cycle, Les Aventuriers de la Mer, qui se situe entre le premier cycle de l'Assassin Royal et le deuxième cycle de l'Assassin Royal. Et on est sur une histoire assez maritime, hein, avec des marchands de commerce maritime dans une ville. On va suivre des familles de marchands, notamment la famille Vestrit qui a une vive-nef. Les vive-nefs, ce sont des bateaux construits en bois sorcier, qui est un bois magique et dont la figure de proue peut s'animer. Et on ne sait pas trop pourquoi ce bois est magique, pourquoi est-ce qu'il s'anime, etc. On le découvre au fur et à mesure du récit. Et il va y avoir aussi des attaques de pirates, avec notamment le capitaine Kenny qui a pour ambition de devenir le roi des pirates, et la famille Vestrit qui va être en proie à pas mal de choses à Terrible, où il va y avoir pas mal de... une guerre un petit peu civile, enfin voilà, des complots, etc. Il y a quand même un côté assez politique, et pas mal de réflexions aussi sur l'esclavage, sur... plein de choses, et je trouve que cette saga est profondément féministe. On a des personnages féminins qui sont absolument incroyablement bien construits, qui sont loin d'être des potiches comme c'est souvent le cas malheureusement en fantasy. Là ce sont vraiment des femmes fortes qui ont la tête sur les épaules, qui n'ont pas froid aux yeux, qui savent ce qu'elles veulent, qui sont parfois un petit peu malmenées par le destin mais qui ne baissent pas les bras. Elles ont toutes des évolutions dans le récit qui sont vraiment hyper intéressantes. Elles sont confrontées à, bien sûr, la misogynie, le sexisme, etc. Et voir comment est-ce qu'elles affrontent ça, c'est vraiment hyper enrichissant. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de philosophie dans les écrits de Robin Hobb, et voilà, Les Aventuriers de la Mer, j'adore. Ce tome 8, je vais pas trop vous en dire parce que je voudrais pas spoiler non plus, mais j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de révélations et qu'il y avait des arcs narratifs qui enfin se rejoignaient, se recoupaient, et des révélations qui étaient vraiment hyper intéressantes. Je suis un peu triste de me dire qu'il reste qu'un seul tome, le tome 9 qui m'attend dans ma pile à lire, et après ça sera fini avec cette saga qui était incroyable. Bon, évidemment il me reste encore le cycle 2 de l'Assassin Royal, et ensuite c'est le cycle de la Cité des Anciens, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, Robin Hobb est une autrice qui est très très prolifique, mais qui écrit très bien, et vraiment gros coup de cœur pour Les Aventuriers de la Mer, et je ne suis absolument pas déçue avec ce tome 8 qui était encore une fois riche en révélations et en rebondissements. Et voilà, j'ai très hâte de lire le tome 9, mais je vais attendre un petit peu parce que je veux le savourer, vraiment. Et enfin, je termine avec une lecture que j'ai terminée tout à l'heure. Aujourd'hui, donc c'est le Major parlait trop de Agatha Christie, donc c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai sorti parce que la couverture fait très estivale, et que même si on est en juillet, qu'il fait pas super beau non plus dehors, mais on est quand même en été, donc je me suis dit que j'allais sortir celui-ci. Donc on est sur une enquête de Miss Marple. Miss Marple qui est en vacances aux Antilles parce que son neveu l'a envoyée là-bas, parce que son médecin veut qu'elle aille dans un pays chaud pour ses rhumatismes, son arthrose, etc. C'est quand même mieux pour ses articulations. Donc son neveu va l'envoyer dans un hôtel. Aux Antilles où il fait beau, il fait chaud, c'est à côté de la plage, etc. Et évidemment, il y a plein de vacanciers dans cet hôtel. Et puis cet hôtel est tenu par un couple de jeunes gérants, Molly et Tim, et puis ensuite on a tout un tas de personnages, de vacanciers qui séjournent dans cet hôtel. On a deux couples d'aventuriers, on a un vieux chanoine et sa sœur, on a un vieux monsieur milliardaire qui est un petit peu gravataire, qui est assisté par sa secrétaire et par son masseur valet, un petit peu. On a aussi le Major Palgrave qui est un vieux monsieur qui raconte toutes ses histoires d'aventure de quand il était jeune, etc. Et puis un jour, alors qu'il discutait tranquillement dans le hall d'entrée avec Miss Marple, il lui racontait un petit peu toutes ses aventures de safari en Afrique, de guerre, je sais plus où, enfin voilà. Et Miss Marple, tout en faisant son tricot, l'écoute d'une oreille un petit peu distraite.
Et à un moment donné, il va se lancer dans des récits sur des meurtres, comme quoi il connaissait un assassin, qu'il avait une photo, voulez-vous le voir. Et au moment où le Major Palgrave veut sortir la photo pour montrer cette photo d'un assassin à Miss Marple, il va regarder quelque chose par-dessus l'épaule de Miss Marple et tout d'un coup se taire, ranger cette photo et changer complètement de sujet en parlant de manière un petit peu superficielle, voilà, en changeant de sujet, en parlant fort, et c'était peu naturel et ça a mis un petit peu la puce à l'oreille à Miss Marple. Ils vont vite être rejoints par le quatuor, les deux couples d'aventuriers qui font des recherches sur je sais plus quoi, les insectes je crois. Bon. Et donc du coup la conversation va glisser doucement. Bien évidemment, Miss Marple n'aurait pas prêté plus attention à l'épisode, si ce n'est que le lendemain matin, le Major Palgrave est retrouvé mort dans sa chambre. Alors vu que c'était un vieux monsieur, on conclut plus ou moins une mort naturelle. Tout le monde disait qu'il avait de l'hypertension et on retrouve dans sa salle de bain un flacon de médicaments contre la tension et comme quoi peut-être qu'il aurait pris une surdose qui l'aurait fait clamser. Mais Miss Marple, elle se dit, il y a quand même un truc qui cloche dans cette histoire et bien sûr, elle va mener son enquête avec beaucoup de commérages, de cancans, de faux semblants, etc. etc. Voilà, c'est mignonné, c'est du Agatha Christie, ça passe toujours bien, moi j'ai passé un bon moment. C'est vrai que j'ai tendance à préférer Hercule Poirot à Miss Marple, mais elle est quand même assez mignonne, cette petite mamie enquêtrice, détective. Voilà, donc c'était sympa. Voilà, j'ai passé un bon moment, en plus ça se lit bien, les chapitres sont courts. Bon, évidemment, les personnages sont assez caricaturaux, mais voilà, quand on lit un Agatha Christie, on sait dans quoi on s'embarque. C'est pas prise de tête, ça passe bien. Donc voilà, j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. Voilà, c'en est tout pour moi pour le moment. Ben, je vous reprends plus tard. On est le 24, lundi 24 juillet. Je vais clôturer ce vlog avec cette séquence puisque j'ai 2 livres à vous présenter de mes dernières lectures. Et puis j'ai aussi reçu un petit paquet qu'on va déballer ensemble. Je sais ce que c'est puisque la maison d'édition m'a contacté sur Insta pour me proposer ce livre et autant vous dire que j'ai sauté de joie. Trêve de suspense, je vous ouvrirai ça, enfin on ouvrira ça ensemble à la fin de cette séquence pour clôturer le vlog, histoire de garder un petit peu de suspense. Alors je vous reviens après un petit moment que je vous ai pas pris. J'ai bouquiné, j'ai quand même pas mal bouquiné, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis partie, j'ai passé des week-ends, voilà, je suis partie dans le Lot pour visiter. Voilà, on avait loué une maison entre copains, c'était génial. On a visité plein de choses, notamment le gouffre de Padirac. Je vous insérerai des extraits. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à voir. C'est assez touristique, mais c'est plutôt bien fait. Il y a un audio guide, il y a même un passage où on embarque sur un bateau, enfin une espèce de barque justement avec un batelier qui nous explique un petit peu la température de l'eau, la température de l'air, comment ça s'est formé, etc. Et c'est hyper impressionnant. Par contre, faut pas trop avoir le vertige et puis faut aussi s'équiper d'une petite laine puisqu'il fait quand même assez froid. Nous il faisait je crois 13 degrés alors que dehors c'était limite canicule, mais voilà.
Mais c'était vraiment quelque chose à voir, vraiment si vous avez l'occasion d'aller dans le Lot, n'hésitez pas à aller visiter le gouffre de Padirac parce que c'était vraiment top. Bref, donc du coup je vous reviens avec mes dernières lectures. J'ai notamment lu ce bouquin que vous ne voyez pas du tout ce que c'est. C'est un tome des Rougon-Macquart, de la saga des Rougon-Macquart de Émile Zola. Donc c'est publié aux éditions Fasquelle et c'est le tome 5, donc La faute de l'abbé Mouret. Il me manque, je crois que j'avais pas lu le tome 3, Le ventre de Paris, parce que je ne l'ai pas trouvé en occasion, des fois sur des vides-greniers ou chez Emmaüs. Voilà, un petit classique, c'est facile à trouver, mais voilà, j'ai un trou, c'est pas grave, je suis passée au suivant. L'année dernière, j'avais lu La conquête de Plassans, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et cette année, je me suis dit que c'était bien de garder cette bonne habitude de lire au moins un tome des Rougon-Macquart plutôt en été, puisque c'est une période qui est un peu plus propice à la lecture, où c'est un peu plus calme aussi au niveau du boulot. C'est moins le rush, on va dire. Voilà, le juillet-août, ça se calme, ça se tasse, les gens partent en vacances et ça fait du bien. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était le bon moment de me lancer dans cette lecture, puisque Zola, c'est quand même une écriture très dense, très naturaliste, où il y a beaucoup de détails et ça n'a pas manqué dans celui-ci. Donc pour l'histoire, je pense que tout est un peu dans le titre, La faute de l'abbé Mouret. Donc on va suivre Serge Mouret, qui est donc le cadet des enfants de Marthe et François Mouret qu'on a vu précédemment dans La conquête de Plassans. On a vu les trois enfants de ce couple, donc il y a Octave Mouret, Serge Mouret et Désiré Mouret. On les a brièvement vus dans La conquête de Plassans et là ça va être vraiment centralisé sur Serge, qui est donc religieux puisqu'il est devenu prêtre. Il était déjà très porté sur la religion quand il était enfant et ici il est devenu prêtre. Il a déménagé dans une petite ville du Midi qui s'appelle Artaud. Et il a avec lui sa sœur Désirée, sa jeune sœur Désirée, qui est un petit peu simplette et qui adore les animaux. Et donc ils vivent tous les deux dans le presbytère avec une vieille servante qui s'appelle Latteuse et qui fait un peu le ménage, qui fait la cuisine, etc. Et qui est un peu... Voilà, c'est un personnage assez stéréotypé mais assez attachant aussi. Et tout se passe bien, c'est une vie plutôt paisible, tranquille, où il ne se passe pas grand chose. Serge est vraiment obsédé par sa foi, il vit comme un ermite, il passe sa vie à l'église. Jusqu'au jour où il va faire la rencontre du Paradou, et notamment d'une jeune femme qui s'appelle... 1 hour later. Qui s'appelle comment déjà ? 2 hours later. Albine. Il va croiser en chemin son oncle Pascal, qui est médecin, qui se rend chez un de ses patients, le vieux Jean Bernat, qui, paraît-il, est au bord de l'agonie. Et du coup, l'abbé Mouret se propose d'accompagner son oncle pour se rendre au chevet de ce vieil homme et du coup lui faire les derniers sacrements. Sauf que en fait, le Jean Bernat, déjà, il n'est pas près de Canet et en plus de ça, il déteste la religion. Mais ça va être l'occasion pour Serge Mouret de faire la rencontre du Paradou, qui est ce jardin luxuriant, un peu en ruine, un peu en friche. Voilà, le Jean Bernat vit dans une immense demeure en ruine, avec un énorme jardin plein d'hectares, etc., qui est un peu laissé à l'abandon, qui est complètement sauvage. Et il a recueilli une de ses nièces, il me semble, qui s'appelle Albine, qui est une jeune femme pleine de vie, qui a 16 ans et qui est à la fois un peu fantasque. Elle a vraiment ce côté un peu feu follet et elle passe sa vie dans le Paradou à arpenter ce jardin, ces hectares de forêt, etc., etc. Elle a un côté un peu sauvageonne et Serge va être un petit peu bousculé par cette rencontre avec Albine, puisque jusqu'à présent il n'avait jamais eu de désir envers qui que ce soit, hormis la foi, hormis Dieu, hormis la Vierge Marie dont il voue un culte incroyable, et ça va vraiment le perturber. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais il va se passer ce qui va se passer. C'est vraiment un livre qui parle de la culture, la nature versus la culture,
du paradis de l'enfer, ce jardin luxuriant qui est un peu comparé au jardin d'Éden, à cette tentation, ce fruit de la tentation, etc. Il y a beaucoup de passages descriptifs de Albin et Serge dans le Paradou, dans ce jardin, et c'est une tension qui monte petit à petit au fil du récit, qui est parfois un peu agaçante parce qu'ils se tournent autour mais sans vraiment se tourner autour, comme deux enfants qui n'ont pas encore découvert ce que c'est que l'amour. Ils ont ce désir qui est un peu inassouvi, ils savent pas bien, et en même temps ils se disent qu'ils n'ont pas le droit. Mais alors Albine, bon, elle a plus ou moins sa réputation à tenir, sa réputation de jeune fille, mais c'est surtout Serge qui, lui, en tant qu'abbé et prêtre, ne peut pas consommer le fruit défendu. Et c'est vraiment un livre qui parle du désir, de la tentation, de la raison contre la passion, de la nature contre la culture, de l'inné contre l'acquis. Alors parfois c'était un peu long, j'avoue que même si j'aime beaucoup les descriptions de Zola, il y a des fois où je me suis un petit peu ennuyée sur certaines longueurs, même si les phrases sont très bien construites, la plume est vraiment très belle. Les phrases sont vraiment savoureuses, il y a une sonorité, il y a quelque chose, même au niveau de l'amour que les deux se portent, et c'est vraiment incroyablement beau. Par contre, il y a des longueurs, il y a beaucoup on sent que Zola est aussi beaucoup passionné par tout ce qui est botanisme, tout ce qui est faune, flore, enfin surtout la flore, avec ce jardin où vraiment toutes les plantes sont plus ou moins décrites de manière très très approfondie, et parfois on s'y perd un petit peu, et c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais bon, accélère, passe la seconde. Même les deux là, Serge et Albine, qui se tournent autour, t'avais envie de leur dire mais roulez-vous des pelles, bordel. Au final, j'ai bien aimé cette lecture, même si ça reste pas mon préféré de la saga des Rougon-Macquart. Personne n'a réussi à détrôner Au bonheur des dames pour moi pour l'instant, mais voilà, je continuerai avec grand plaisir de lire un autre tome des Rougon-Macquart, pourquoi pas l'année prochaine. Si je continue à suivre ce rythme, ça pourrait être pas mal. Qui c'est qui a bipé? Je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Ah, il est là. Je l'ai entendu vibrer. Où es-tu? Évidemment, quand on tourne une vidéo, vaut mieux mettre son téléphone en mode avion. Petit tips que je n'ai pas appliqué à moi-même, évidemment. Ensuite, j'ai terminé récemment une lecture qui a été extrêmement difficile. Je me suis même demandé si j'allais pas l'abandonner au bout de 70 pages, tellement c'était compliqué à lire, mais ma copine Laura, qui m'a prêté ce livre, m'avait prévenu que ça allait être une lecture difficile, avec des trigger warnings, etc. Donc il s'agit de Bullshit, ceci n'est pas une histoire d'amour, de Nicole Krantz, et c'est de l'auto-édition. On va suivre Chloé, donc on est dans la tête de Chloé, qui est la narratrice, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, qui va faire la rencontre de Cédric, qui est un homme un petit peu plus âgé qu'elle, il doit avoir la quarantaine. Il est banquier en Suisse, elle habite à New York, elle est journaliste un peu freelance à New York, spécialisée dans le voyage, je crois. Et elle va nouer une relation avec Cédric. Elle a peur de l'abandon, elle a peur, voilà, les années passent, etc. Elle a besoin de construire sa vie, de se ranger les voitures comme voudraient ses parents, d'ailleurs notamment sa mère, qui voudrait l'avoir adopté la même voie que elle, de gentille épouse, etc. Du coup, Chloé va tout quitter pour aller vivre avec Cédric en Suisse. Cédric, qui est un homme quand même assez fortuné, qui va la prendre en charge, qui va lui dire tu peux devenir femme au foyer, en gros t'as plus besoin de travailler, je m'occupe de tout, qui va lui ouvrir tous ses comptes bancaires, qui va lui créer une nouvelle adresse mail, qui va vraiment l'insérer dans sa vie à lui. Elle va vraiment tout quitter pour lui. Et petit à petit, c'est une relation qui va s'étioler, qui va devenir de plus en plus violente, notamment au niveau de la sexualité de Cédric, qui est un gros pervers, mais vraiment, voilà, qui va lui faire des choses épouvantables. Trigger warning, vraiment, sur ce livre, il y a des violences psychologiques, mais aussi des violences sexuelles. Plus, et de la torture même, donc vraiment attention, voilà, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, âme sensible, vraiment s'abstenir. Même moi qui ai le cœur quand même assez accroché,
J'avoue qu'il y a un moment donné, notamment autour de la page 70, par là où on commence à rentrer vraiment dans la vie sexuelle du couple, une vie sexuelle qui est complètement hors norme et un peu dégueulasse, où tu te dis est-ce que c'est vraiment nécessaire de montrer tout ça, parce que c'est quand même assez explicite, hein. L'autrice ne nous épargne rien, et je me demandais si c'était pas un petit peu de sensationnalisme pour appâter le voyeur, etc. Et du coup, moi, j'étais un petit peu mal à l'aise par rapport à cette sexualité complètement débridée et glauque. Mais bon, j'ai quand même voulu continuer parce que il y avait aussi cette emprise psychologique qui se met petit à petit en place qui, moi, m'intéressait. J'avais envie de savoir comment l'histoire allait se terminer et comment Chloé allait ou pas s'en sortir de cette relation, puisque vraiment le livre est découpé avec des longs chapitres qui décomposent en fait toutes les étapes d'une relation toxique avec un pervers narcissique, puisque oui, Cédric est un pervers narcissique, mais au début, évidemment, Chloé ne sait pas ce que c'est, hein. C'est sûr que quand tu te lances dans une relation, tu t'attends pas à avoir en face de toi un pervers narcissique et à avoir une relation toxique. Et puis on va suivre cette lente descente aux enfers de Chloé, tant aux violences psychologiques que des violences physiques. Il va même jusqu'à l'isoler, jusqu'à la dénigrer auprès de tierces personnes, etc. etc. Et il va aussi jusqu'à l'espionner. Alors elle ne sait pas s'il a mis des caméras dans la maison, si en tout cas il a mis un mouchard sur son téléphone, sur son ordi, etc. Puisqu'il lit ses mails, il lit ses textos, enfin voilà. Il semble être omniscient et vraiment petit à petit on a cette angoisse qui monte, qui est vraiment terrible. Ensuite, je dirais que quand même la plume de l'autrice est hyper prenante, hyper impactante, c'est très bien écrit. On ressent beaucoup d'empathie pour Chloé, on a envie de la prendre dans les bras, de la chouchouter, mais d'un autre côté on a envie de la secouer parce qu'on se dit mais putain, comment ça se fait que tu ouvres pas les yeux? Ce qui m'a un peu perturbée, c'est que au départ, quand tu es dans une relation toxique, tu ne te rends pas compte. Tu n'as pas le recul nécessaire pour verbaliser et te rendre compte des mécanismes de manipulation qui se met en place. Alors que là, dans la narration, ce qui m'a un peu perturbée, c'est qu'au début, on sent que Chloé, elle a quand même un regard assez critique, assez cynique même de la situation. Et alors, c'est comme si ça avait été écrit rétrospectivement en fait. Qu'elle avait le recul nécessaire pour raconter l'histoire d'un point de vue un peu distancié, un peu critique, alors que sur le coup tu te rends pas compte de ce qui se passe et Chloé n'est censée ne pas se rendre compte, mais dans la narration on a l'impression qu'elle sait, tu vois. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Mais bon, après c'est quand même très bien écrit, on comprend tout à fait l'histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est le parallèle aussi avec la corrida, la tauromachie, vraiment avec cette mise à mort du taureau par le toréador. Il y a cette comparaison, cette métaphore filée entre la corrida et cette relation-là entre Chloé et Cédric. Ce qui m'a aussi quand même un petit peu gênée, c'était que comme c'est de l'auto-édition, c'est quand même... il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup de fautes, notamment aussi au niveau de la ponctuation, où c'est un petit peu catastrophique parfois. Ça me sortait un petit peu de ma lecture, ce qui est dommage. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Et aussi, ce qui manquait à ce livre, je pense, c'est un trigger warning, soit sur la 4e de couve, soit au début, un avertissement au lecteur pour dire vraiment, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est dur à lire. Il y a vraiment voilà, des trigger warnings à mettre, donc je les mets, voilà. Mais en tout cas, c'était quand même une lecture hyper impactante, difficile, vraiment difficile à lire, mais quand même une bonne lecture qui représente bien ce que c'est qu'une relation toxique, même si je trouve qu'elle va vraiment beaucoup dans l'extrême. On voit quand même le cheminement et on sent quand même, je sais pas si c'est du vécu, en tout cas pour l'autrice, mais moi ça m'a vraiment... Enfin, c'est de la fiction, mais on sent quand même qu'il y a du vécu et qu'il y a presque de l'autofiction dedans, quoi. Mais voilà, c'était quand même une lecture impactante, importante et impactante. Bon, vous l'attendez tous, on va déballer ce colis. Je sais exactement ce que c'est parce que je suis tellement contente, merci beaucoup. C'est les éditions Sonatine. Je vais ouvrir. On va essayer de ne pas faire ça comme un sagouin.
trop contente. Il s'agit du nouveau tome de la saga des Bourbon Kids, donc Kill the Rich, de Anonyme, aux éditions Sonatine. Je pensais sincèrement que le tome 9, Santa Mondega, que j'avais aussi reçu en service presse, oh là là, ça avait été tellement incroyable. Une consécration, tu vois, parce que moi cette saga, je l'aime de tout mon cœur, vraiment. Et quand Sonatine m'a proposé de recevoir ce tome 10, j'étais incroyablement contente. En plus de ça, je pensais que le tome 9 était le point final de la saga, puisque ça en avait tout l'air. Et moi, je vous avais vendu ça comme étant une saga terminée. Ça y est, le tome 9, c'est fini, etc. Pas du tout. Anonyme, c'est bien joué de nous tous, puisqu'il sort ce tome 10, donc Kill the Rich, qui va sortir le 31 août, donc prochainement, pour la rentrée littéraire. Et je suis trop contente. Je vais vous lire la 4e de couve. Sale temps pour les élites. C'est un grand jour pour les Dead Hunters. Les tueurs les plus impitoyables que la Terre ait portés vont être récompensés pour leurs services déloyaux pour le président des États-Unis en personne. Sanchez, le barman homicide de Santa Mondega, et Flake, son irrésistible serveuse, sont chargés d'aller recevoir les décorations. Hélas pour eux, ils arrivent trop tard. Le président vient d'être assassiné. Le même jour, des dizaines d'autres riches et puissants subissent le même sort. Carton plein. Et l'escalade de la violence ne fait que commencer. Un milliardaire, craignant pour sa vie, on le comprend, engage alors Rodeo Rex et le Bourbon Kid pour veiller sur les siens. L'anonyme le plus déjanté de la littérature nous revient en très grande forme avec ce nouvel épisode plus survolté que jamais de la saga du Bourbon Kid. Et s'il y a bien une chose qu'on peut vous garantir, c'est que quand la mort présente l'addition, elle ne fait pas crédit. Ouh, ça a l'air trop bien, je suis si excitée. Oh, il est gros quand même, il fait plus de 500 pages. Alors celui-là, je vais me le lire pendant mes vacances, c'est sûr. Je vais le savourer, mais merci encore Sonatine, je suis tellement impatiente, c'est... voilà. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo vlog d'été, on ne sait pas trop, où tout est mélangé. J'espère que c'est un genre de vidéo qui vous plaît toujours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo pour aider le référencement sur YouTube, à vous abonner si c'est toujours pas fait et laissez-moi un petit commentaire. Voilà, pour m'encourager, parce que rapport travail-visibilité que demande une vidéo, c'est pas incroyablement ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, ça me fera vraiment chaud au cœur. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, si je vous retrouve pas, je pense pas avant mes vacances d'été, donc je pars au mois d'août en Irlande et à l'océan. Je vous retrouverai donc du coup à la rentrée. Je vous souhaite évidemment de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et courage pour ceux qui travaillent encore. Je vous souhaite évidemment de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!